Merci Cheymen. Alors pour vous expliquer un petit peu en détail la table ronde, ça va être les intervenants qui vont parler entre eux sur plusieurs questions qu'on a préparées en amont avec toute la promotion. Et le but, c'est qu'en fait, ça fasse un petit débat. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que vous trouvez important. Et c'est pareil, vous pouvez également poser des questions dans la salle. Et en fait, le but, c'est du coup de faire un débat et également de faire une petite conclusion de tout ce qu'on a vu des interventions précédentes. Donc, je vais passer la parole à Mégane qui va vous présenter les intervenants. Merci. Donc, nous sommes en présence de M. Morgan Caillot, interne en médecine générale à Tours, mais également président du groupe représentatif autonome en région centre des internes en médecine générale, et ancien président de l'ISNAR-IMG, le docteur Henri Dieu-Langard, qui est médecin généraliste à Poitiers, mais également président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vienne, Madame Cécile Lambert, directrice adjointe à la direction générale de l'offre de soins au ministère des Solidarités et de la Santé, Monsieur Cédric Maréchal, directeur adjoint à la direction de l'offre de soins de l'ARS Centre-Val de Loire. Et enfin, le docteur Walid Mekedem, médecin généraliste, aussi connu sous le nom de Avicenne sur YouTube et sur ses réseaux sociaux, qui est également chroniqueur dans Cejami sur France 5. Du coup, on va commencer avec la première question. Alors, la première question concerne la médecine libérale et la crise hospitalière. Donc, la question qu'on vous pose, c'est le retour à une médecine libérale de premier plan pourrait-elle être une réponse à la crise hospitalière et à l'échec de l'hospitalocentrisme? Et plus spécifiquement, quel impact pourrait-il y avoir sur l'hôpital s'il y avait une démographie médicale répartie sur l'ensemble du territoire? Commencer, si ça vous va. Donc Morgan Caillot, on m'a présenté tout à l'heure, on va dire représentant des internes, pour faire simple, et uniquement des internes en médecine générale. Donc je suis désolé d'avance, mais je donnerai surtout des données d'internes de médecine générale ou de représentants de médecine générale, éventuellement un peu libéral, mais parce que le monde libéral, vous l'avez compris, c'est pas que la médecine générale. Il y a une grande partie de médecine générale, mais en plus, moi, je suis axé libéral ambulatoire, parce qu'il y a aussi de libéral hospitalier, ce qu'on vulgairement appelle les cliniques. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les différents milieux. Donc, sur le problème de ce qu'on appelle vulgairement l'hospitalocentrisme, déjà j'aimerais revenir au fondement, c'est-à-dire que c'est d'abord les ordonnances Debray de 1958 qui ont créé en fait les centres hospitalo-universitaires, qui sont la réunion des centres hospitaliers régionaux avec des facultés de médecine. C'est ce qui permet en fait la création de ces structures et qui étaient considérées comme des structures de formation initiale pour les médecins. C'est la formation telle qu'elle a été construite à la base. Ce n'est pas la formation qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec du coup Avicenne qui est ici présent, c'est qu'on a maintenant des stages en médecine générale, c'est-à-dire qu'on a des stages qui sont autres que le centre hospitalo-universitaire. Après, sur cette problématique de formation, on remarque qu'on a une grosse difficulté encore aujourd'hui, même des représentants des CHU, à vouloir faire une formation qui est délocalisée. Parce qu'en fait, notre formation facultaire, nos enseignements, ils sont faits principalement à la faculté de médecine. Donc ici, c'est Tours, mais vous avez bien vu que la région Centre-Val de Loire, c'est quand même une très grande région. Donc imaginez un interne de médecine générale qui est à Chartres, c'est mon cas par exemple, fait 2h30 de trajet en voiture. Et encore, c'est quand on a des cours et quand on a des enseignants disponibles. Parce qu'effectivement, la formation et les professeurs universitaires de médecine générale, ça fait pas très longtemps que ça existe. Pour exemple, on a 2 professeurs universitaires de médecine générale dans la région Centre-Val de Loire contre 15 à Paris. C'est quand même pas le même ratio, vous n'allez pas avoir la même formation. Et bien, malgré ça, malgré des changements de politique, le fait qu'on ait des enseignants de médecine générale, le fait qu'on ait des formations de médecine générale maintenant, et ben, par exemple, les CHU, ils ont sorti récemment avec leur collectif et leurs représentants, dans un communiqué de presse, que la recherche et tout ce qui est universitaire, ça reste quand même l'axe fondamental des CHU, et pour l'instant, c'est à eux de s'occuper de ça. Et ça, c'est encore un changement qui a opéré actuellement, parce qu'en fait, ce qu'on demande, et ce que demandent les étudiants et les représentants d'étudiants, c'est qu'on ait des formations délocalisées, qu'on puisse avoir des formations et des formateurs, et actuellement, ce n'est pas le cas. Je vous ai parlé du nombre d'enseignants.
Il y a le fait qu'ils soient mal répartis. Les 2 professeurs universitaires, ils sont respectivement en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, qui sont des départements qui sont proches. On n'en a pas dans les autres départements. On a aussi un manque aussi de maîtres de stage. Ça, c'est quelque chose de très important parce que nous, nos stages de médecine libérale, il faut qu'on ait des maîtres de stage, 2 à 3 environ. On fait 2 stages obligatoires, plus le stage d'externe, on a un maître de stage. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de rechercher. On co-construit comme ça avec l'ARS des dispositions, des mesures incitatives et de la communication pour trouver des personnes qui seraient intéressées par cette maîtrise de stage. Alors actuellement, et je veux bien que d'autres interviennent s'il y a besoin, la maîtrise de stage, c'est une formation. Là, elle est réglementée depuis très peu de temps par arrêté. Il y a des arrêtés qui sont sortis en décembre 2021 qui encadrent la maîtrise de stage, aussi bien pour le deuxième cycle, donc ce qu'on appelle les externes, que pour le 3e cycle avec les internes, avec des obligations de formation. Avant, c'était surtout des organismes professionnels qui le faisaient, ou le Collège national des enseignants de médecine générale. C'est principalement lui qui faisait la quasi-totalité des formations. Et c'est lui qui était garant de vérifier qu'ils étaient formés sur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on a un interne en stage, qu'est-ce qu'il faut savoir lui dire, jusqu'à quoi il a le droit de faire et pas le droit de faire, comment on annonce qu'on a un interne aussi en consultation, parce qu'il faut aussi le dire au patient et que le patient accepte. Si le patient refuse, on n'est pas censé rester pendant la consultation. Donc ça, c'est des choses qui ont été normées récemment. Et en plus, ça c'est disponible parce que ça a été signé récemment par l'ISNAR-IMG, qui est le syndicat du coup qui représente les internes de médecine générale, et par le Collège national des enseignants de médecine générale, une charte des MSU, des maîtres de stage des universités, pour savoir le nombre par exemple de consultations maximales qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on a le droit de faire des visites ou pas, quelles sont les contraintes qu'ont les internes, les avantages, et également la même chose du côté des maîtres de stage. À savoir que les maîtres de stage, ils sont rémunérés 600 à 900 euros par mois pour un interne. Alors 600 euros, c'est quand vous recevez l'interne, mais pour vous faire former, de base, les formations, elles sont gérées, et ça c'est assez complexe, mais par un organisme qui s'appelle l'ANDPC, qui est l'Agence nationale du développement professionnel continu, qui se charge de la formation continue des professionnels de santé. Et il y a un certain temps, il y avait 21 heures qui étaient dédiées à la formation hors des crédits classiques de formation du médecin généraliste, et qui lui permettaient d'avoir accès, si vous préférez, entre guillemets, gratuitement à 21 heures de formation à la maîtrise de stage. Sachant que 21 heures, c'est 3 jours, et en fait, il faut en moyenne plutôt 5 jours, voire 10 jours de formation pour recevoir un interne de médecine générale, par certaines structures. Il y a d'autres structures qui font moins, et du coup, ça rentre dans les clous. Actuellement, la NDPC a décidé de brider un peu cette formation, et il faut faire attention à ça, parce qu'on ne peut pas se reformer et réutiliser ces crédits-là, alors qu'avant, c'était une possibilité. Et on avait comme ça ces 21 heures de formation qui étaient dédiées sur 3 ans à pouvoir consommer. Alors si vous permettez, je vais vous répondre en tant que médecin plus ancien. Tout d'abord, la notion de confraternité et de compagnonnage. Je pense qu'elle est indispensable. Et de même qu'un médecin hospitalier enseigne aux externes et aux internes, de très nombreux médecins généralistes en particulier, prennent des stagiaires pour transmettre leur savoir. Parce que transmettre un savoir, c'est aussi apprendre soi-même. Il faut se remettre en question en permanence. Et là où vous auriez fait un acte en le faisant par habitude, ben vous devez être capable de l'expliquer s'il n'est pas perçu. C'est comme l'enseignement, c'est une lourde remise en question, donc elle est intéressante. Après, oui, il y a des difficultés. Il y a la difficulté des médecins d'un certain âge, avec des clientèles surchargées, et ceux-là, malheureusement, ne sont pas maîtres de stage la plupart du temps, puisqu'ils n'ont pas le temps, justement, nécessaire pour expliquer leurs actes, qui durent obligatoirement, une consultation banale, ça dure 15 minutes, 10 quelquefois, hein, quand on a 50 personnes dans la journée. Une consultation avec un interne, c'est obligatoirement plus long. Mais c'est gratifiant. Et puis il y a un deuxième... Alors, l'aspect financier, vous savez, l'aspect financier, on en parle toujours. Je pense que ce n'est plus aujourd'hui le moteur de la médecine, très clairement. Et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de médecins qui ne mangent pas à leur faim. Je pense qu'il faut en être vraiment convaincu. Donc ce n'est pas la somme qui est apportée en plus qui va motiver ou pas le maître de stage. Oui, la perte de temps, voilà. Mais le dernier avantage indéniable pour un médecin, c'est de tenter de former un jeune médecin qui va un jour devenir
son collaborateur, son associé, voire son remplaçant. Parce que si vous arrivez à faire prendre du plaisir à un jeune médecin dans votre cabinet au contact de votre patientèle, vous augmentez quand même notablement les chances qu'un jour il vienne travailler chez vous et sur ce territoire. C'est un pari sur l'avenir et qui est très intéressant. Et pour continuer là-dessus, qui est d'ailleurs prouvé par les jeunes médecins, qui justement sont très contents de faire des stages en médecine ambulatoire, et ça a été démontré que plus on faisait des stages de médecine ambulatoire, plus on avait tendance à s'installer durablement dans les territoires, et en plus, si on avait tendance à aller dans des terrains, par exemple, plus ruraux ou plus semi-urbains, semi-ruraux, et plus ils faisaient des stages dans ces structures ou ces endroits, plus ces jeunes médecins en question avaient tendance à s'installer dans le même type d'environnement. Donc en plus, c'est gagnant. Non, il n'y a pas, j'imagine, que 2 maîtres de stage en région centre. Non. Mon confrère parlait de formateurs universitaires. Hein. Mais à ce niveau-là, il faut bien comprendre que c'est tellement plus confortable pour un interne d'être en stage avec un généraliste que de se lancer dans la médecine générale en tant que remplaçant. Remplaçant, vous arrivez le lundi, les patients sont en ligne devant la porte, énervés parce que ce n'est pas leur docteur, agressifs, etc. Et donc c'est dur d'être remplaçant quand on n'est pas rodé. Tandis qu'être en stage, c'est, je pense, si on a un bon maître de stage, un plaisir pour l'interne. C'est une découverte confidentielle enfin... Alors, oui, peut-être en élément complémentaire, effectivement, vous pointez du doigt un élément essentiel. Il y a 2 éléments qui contribuent à augmenter finalement la demande de maîtres de stage, notamment en région Centre-Val de Loire. Le premier élément, c'est la réforme du 3e cycle, qui permet finalement qu'il y ait plus de stages en ambulatoire dans la maquette, dans l'interne de médecine générale, aujourd'hui qu'avant. Donc il y a une demande qui est plus importante. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on a un nombre d'internes de médecine générale formés qui va augmenter. Donc on va avoir besoin de lieux de stage de plus en plus importants en ambulatoire. Aujourd'hui, il y a un enjeu de formation des maîtres de stage, mais pas les anciens qui sont déjà maîtres de stage par ailleurs et qui ont déjà fait cet engagement, finalement, d'en accueillir dans leur territoire plutôt sous-dense, que ce soit dans l'Indre notamment et dans le Cher, et aussi en Eure-et-Loire, mais de permettre que les nouveaux installés, les plus jeunes, qui doivent exercer 2, 3, 4 ans avant de devenir maître de stage, puissent aussi, eux, s'inscrire dans le dispositif. L'enjeu, il est vraiment là, aujourd'hui. Sachant que pour faire un stage, généralement, ce qu'on a en région centre, c'est des binômes ou des trinômes. C'est-à-dire qu'un interne qui vient en stage en ambulatoire ne reste pas à temps plein dans un seul cabinet. Il tourne entre 2, 3 cabinets qui travaillent ensemble et qui se connaissent. Plus précisément, en région centre, on a un collège de formateurs régional qui est présidé par un médecin de l'Indre, le docteur Da Silva, qui lui va recenser à la fois les besoins de formation et va offrir la formation aux généralistes qui sont présents sur le territoire. Aujourd'hui, on est en train de travailler au niveau de la région Centre-Val de Loire, au niveau de l'ARS, avec ce médecin, en train de travailler à la possibilité d'avoir un poste dédié pour aller faire du démarchage auprès des médecins libéraux, pour justement s'assurer qu'on ait un taux de maîtres de stage le plus important possible par rapport au nombre de postes, au nombre de médecins installés en région. Mais il y a un enjeu, effectivement, une tension que vous identifiez très bien. L'intérêt, il a été expliqué par les médecins d'accueillir, il est très clairement là, mais on a aussi une démarche proactive à réaliser sur le terrain pour faire en sorte que, effectivement, qu'on ait un maximum de terrains de stage possible. Il faut effectivement avoir 3 ans, je crois, d'expérience pour être maître de stage, mais voilà. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça surprenait au début, y compris nous, c'est qu'on pensait au début qu'un maître de stage, c'était un ancien, avec une expérience, Or, pas du tout. Pas du tout, parce qu'un ancien, je dirais, est pris dans sa routine. Il a des manies, il a des façons de fonctionner, il a des habitudes, ça va bien, il connaît sa patientèle. Sauf que ça, c'est pas très didactique pour un jeune. Et ce sont souvent des très jeunes médecins installés depuis 3 ou 4 ans qui deviennent maîtres de stage, et ça passe très bien. Parce qu'il y a d'abord la communication qui est facile entre un post-étudiant récent qui a fait le pas de s'installer, qui a franchi le cap,
et un qui va le faire. Et donc la communion est facile. Donc ce sont des très bons maîtres de stage, tous ces jeunes médecins. Et comme ils n'ont pas encore pris le pli de travailler à fond toute la journée comme les anciens, mais ils sont plus disponibles, ils sont plus ouverts. Et ils y trouvent, eux, une dernière chose très importante qu'ils demandent, c'est la notion du staff. Alors c'est un mini-staff à deux, hein, mais les jeunes médecins sont demandeurs d'une médecine qui ne se fait plus sur la connaissance, je sais, je suis le médecin, je sais tout. Ils veulent discuter les cas. Et avoir un interne, eh bien, c'est un œil neuf, c'est des connaissances fraîches, et c'est du pourquoi est-ce que tu fais ça, et oui, tiens, effectivement, pourquoi est-ce que je le fais. Et c'est très productif. Alors moi, j'aimerais parler un petit peu des enjeux justement de ces stages ambulatoires. Du coup, moi, j'ai fait mon internat dans le nord de la France. Donc je pense que par rapport à d'autres régions, on est bien fourni en maître de stage pour justement ces stages-là. Cependant, il n'y en a tout de même pas assez par rapport au nombre d'étudiants, ce qui fait qu'on n'a pas forcément un cursus homogène avec les autres internes, et ce qui est dommage. Il faut savoir qu'en médecine générale, durant l'internat, c'est durant la première année qu'on a le premier contact avec la médecine de ville. Or, du fait du manque de maîtres de stage, des étudiants se retrouvent à avoir justement ce premier contact décalé. Or, c'est quand même important pour justement un interne de médecine générale de se faire une idée rapidement de comment vont se passer les choses un petit peu en ville, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des histoires de droit au remords qui peuvent se faire durant l'internat. On peut se dire, ah non, finalement, c'est pas pour moi, je change. Donc je pense qu'en tout cas, en médecine générale, c'est important que tout le monde puisse bénéficier de ça très rapidement. Donc, il faudrait faciliter pour moi justement les modalités pour avoir accès à la maîtrise de stage. Car pour avoir discuté aussi avec pas mal de médecins, certains me disent non mais en gros flemme de faire les démarches, etc. pour devenir maître de stage. Et pourquoi il faudrait faciliter? Pour augmenter aussi le nombre, pour, comme je disais, homogénéiser le cursus pour tout le monde. Donner le choix aussi aux gens de choisir, parce qu'en général, même si les internes ont la possibilité de prendre un stage, parfois ils le font aussi par dépit, c'est-à-dire je choisis tel binôme parce qu'il reste ça. Et du coup on se retrouve avec... faire le choix de quelqu'un qui se retrouve à 1h30, 2h, comme tu disais, de notre domicile. Heureusement, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je connais des personnes pour qui ça a été très compliqué de faire 6 mois à 2 heures de route sans qu'il y ait forcément la possibilité d'avoir un internat, parce que des fois, c'est des zones très rurales, etc. Pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont de la famille, qui habitent dans le coin, etc. Donc, c'est facile d'accès. Pour d'autres, c'est compliqué. Et il y a un dernier point pour lequel c'est très important d'augmenter justement et de faciliter la maîtrise de stage, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'abus. J'en ai parlé ce matin avec beaucoup de médecins qui sont maîtres de stage, mais qui profitent un peu de ce statut pour avoir des remplacements déguisés. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu es mon élève, stagiaire, bon, tu vas faire la journée de consultation si tu veux en débrief ce soir. Et finalement, la personne fait la journée de consultation, fait le chiffre d'affaires, et elle est très bien comme ça. Et du coup, c'est tout bénef, c'est-à-dire on se retrouve, je connais même des maîtres de stage qui avaient deux. En tout cas, moi j'étais en ville, mais je veux dire, il y avait des personnes qui avaient la même situation en étant en zone rurale. Je connais par exemple des situations où il y a des maisons de santé où plusieurs médecins ont la capacité à accueillir des internes, et ça fait qu'on est vraiment sur un roulement avec des internes qui font les journées de consultation. Et je connais des médecins qui font que 2 jours de consulte et qui ont 3 jours de la semaine de leur consultation assurés par des internes. Et il y en a qui sont vraiment là. Je peux prendre mon expérience. Donc j'avais un de mes maîtres de stage qui, quand je voulais débriefer, j'appelais. Bon, normalement ils sont censés être très disponibles, etc. Soit c'était pas possible de répondre tout de suite, soit j'entendais, il était, je sais pas, au parc d'attractions. Et non mais je vous jure, et il y avait du coup, ouais, mais il y a quelque chose, et je m'en souviens, par exemple, moi j'ai passé ma thèse sur mon dernier stage, enfin sur mon dernier semestre, donc je donne la date en disant voilà, j'aimerais bien avoir le lendemain de libre. Je pensais que ça allait être une formalité de demander ça, sachant que voilà, la personne à qui je demande est un médecin qui a normalement eu un parcours similaire. Bon bah non, désolé, je peux pas te laisser la journée, moi je suis en vacances à ce moment-là. Donc là, il n'y a rien qui va dans cette phrase, parce que déjà, 1, n'est pas censé me faire travailler si lui est en vacances, d'accord, et puis 2, vous avez compris que c'était quand même une situation un peu
un peu exagéré. Donc voilà, et ça, je ne suis pas un cas isolé. Moi encore, j'ai eu de la chance. Et ce qui se passe, c'est que si on se retrouve dans une situation où il y a des excès, des abus, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, faut signaler. Ok, mais les personnes qui signalent en se disant, mon stage, ça se passe pas bien, je me fais exploiter, qu'est-ce qu'on leur propose? Écoutez, on va vous extraire de votre stage et vous allez en refaire un. Donc au final, ça rallonge votre internat de 6 mois. À cause de qui? À cause de celui qui vous a exploité. Pour compléter juste sur un élément, c'est maintenant il y a la charte des MSU, donc peut-être que ça changera les maîtres de stage en question qui sont déviants, parce que comme dans toute structure, tout enseignement, etc., on peut avoir des maîtres de stage qui sont moins bons, on peut aussi en hospitalier avoir des problématiques comme ça. Voilà, avoir plus de maîtres de stage, avoir un remplacement des maîtres de stage, avoir une réactualisation des connaissances sur la maîtrise de stage, parce que l'internat a changé. Et donc 2017 a quand même noté un gros changement avec les 2 stages de médecine générale, alors qu'avant il n'y avait qu'un seul stage de médecine générale et des fois ils avaient des internes qui étaient en 2e année d'internat, donc ils n'avaient pas exactement la même formation qu'un interne, c'est le premier stage qu'il fait, donc il n'a pas fait les urgences, il n'a pas fait d'autres stages, donc il a moins de connaissances médicales, on ne va pas lui demander les mêmes ressources, donc il y a cet élément-là à prendre en compte aussi. La deuxième chose, c'est que par rapport au fait que justement maintenant il y a la diminution à 1 an, il y a une chose que moi j'ai commencé à discuter avec mes enseignants de médecine générale là pour la région Centre-Val de Loire, c'est que comme vous, en fait, même les internes ne savent pas forcément le parcours pour être maître de stage. Et ça, c'est quand même quelque chose de problématique. Tout comme en médecine, globalement, on ne sait pas comment faire de l'enseignement, on ne sait pas comment faire de la recherche, et c'est des niches, c'est pas forcément facile. Soit on connaît et on s'y met, soit on ne connaît pas et c'est compliqué. Donc, à cette fin, je voulais voir avec eux pour créer un séminaire de découverte à la maîtrise de stage avec des maîtres de stage qui partagent leur expérience, qui montrent comment ils ont fait pour devenir maître de stage, quels sont les parcours avec notamment du coup le docteur Da Silva qui pourrait faire une présentation sur voilà, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter telle structure, me former comme ça, etc. Et comme ça, au moins les jeunes médecins, on les adresse. Et une fois qu'ils sont installés, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, un peu plus après, et qu'ils sont stables, et ils peuvent se dire, maintenant je peux accueillir un interne. Et comme ça, après, ça permettra d'amplifier justement ces ressources-là, plutôt que de faire de la communication a posteriori, en passant par les ordres qui sont un très bon relais, ou par les journaux. Mais du coup, les jeunes générations, on est plutôt réseaux sociaux, donc ce n'est pas forcément le meilleur moyen de communication à chaque fois. Après, je vous remercie. On va juste passer au thème suivant pour avoir le temps de traiter toutes les questions. Donc, sur le thème numéro 2, ça concerne la médecine libérale et la liberté d'installation. Donc, on vous pose la question, doit-on remettre en cause la liberté d'installation pour obtenir une meilleure offre de soins sur l'ensemble du territoire? Et dans ce cas, est-ce que vous pensez que les étudiants en médecine continueront-ils à opter pour l'exercice libéral ou ça impactera leur choix? Je me permets de prendre la parole un instant. La liberté d'installation, c'est l'essence même de la médecine libérale. C'était déjà remis en cause quand j'étais étudiant. À l'époque, on nous opposait toujours la médecine militaire avec Santé Navale à Bordeaux et puis Santé à Lyon, en nous rappelant que ces étudiants-là étaient tenus d'assurer 10 ans, une fois qu'ils étaient docteurs, sans pouvoir discuter leur affectation, et que nous avions la chance d'avoir cette liberté d'installation, puisque déjà à l'époque, il y avait des difficultés qui étaient autres, puisque c'était des difficultés d'excès de médecins dans certaines zones. C'est toujours à l'ordre du jour. C'est un serpent de mer politique, purement politique. Ça n'a pas vraiment de sens sur le plan administratif, parce que c'est quasiment impossible à mettre en place. Sur quels critères décider qu'on s'installe à tel endroit? Donc ça voudrait dire que celui qu'on désigne pour s'installer dans une zone où l'immobilier est 4 fois plus cher qu'au fin fond du Cher ou de la Creuse, devrait payer sa maison, devrait assurer son installation, sans pour autant en tirer les bénéfices qu'il pourrait attendre. La Cour des comptes l'a préconisé en 2017, dans ses recommandations du rapport de novembre 2017, que je vous invite à lire au moins sur les 4 pages de conclusion. Elles sont très intéressantes. Disait qu'il fallait restreindre la liberté d'installation et obliger les médecins à s'installer. C'est, à mon sens, totalement illusoire et contre-productif. C'est un petit peu le discours des syndicats d'internes qui sont à fond, mais je partage complètement cette vision. Il est aujourd'hui
inconcevable, à mon sens, de demander à un jeune ou une jeune qui vient de sacrifier 11 ans, puisque maintenant c'est 11 ans les études pour être médecin généraliste, 11 ans de sa jeune vie sur les bancs de la fac, d'aller, parce qu'on l'a décidé, parce qu'une administration l'a décidé, s'enterrer avec son mari ou avec sa femme dans un endroit qu'elle n'a aucunement envie de connaître. Et, comme le disent fort justement les syndicats d'internes, ce seront des déçus à l'avance, ce seront des écœurés qui vont s'installer, alors qu'on attend d'eux 41 à 42 ans de bons services à une population. Donc ça, en éliminant en plus les conditions financières d'une installation selon les régions, c'est absolument inconcevable à mon sens. Je vous remercie. On va peut-être donner la parole à Madame Lambert qui ne s'est toujours pas exprimée sur le sujet. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être dire un mot, parce qu'on a avancé sur la première question. De toute façon, on partage évidemment l'objectif de développer la maîtrise de stage, de lever tous les freins possibles, administratifs, etc. S'il y en a, on y travaillera. Je voudrais juste revenir sur l'intitulé de votre première question, parce que je ne suis pas revenue sur l'échec de l'hospitalocentrisme. Je pense en effet que notre système a été construit autour du pôle hospitalo-universitaire pour la formation. Après, j'aimerais bien ne pas, moi, sembler, parce que je n'ai pas réagi, valider l'idée que c'était un échec, puisque je voudrais quand même souligner la qualité de la formation en France et des médecins qui sont formés selon ces modalités. Cela ne répond pas entièrement aux besoins de formation pour les médecins généralistes notamment qui vont exercer en ambulatoire et le développement de terrains de stage appropriés pour éviter évidemment qu'on ait des professionnels formés uniquement à l'hôpital et qui se retrouvent dans un contexte de soins qu'ils n'ont pas connu à Vienne. Mais je voudrais quand même nuancer parce qu'on a une médecine vraiment de qualité, de haute technicité en France. Donc je voudrais juste remettre un petit peu en perspective la question, en tout cas la formulation de votre question. Sur le sujet de la liberté d'installation, moi je représente le ministère. C'est évidemment un sujet très délicat et sensible sur lequel je ne pourrais pas m'exprimer. Voilà. J'exprime en tout cas la position qui est retenue, comme vous l'avez compris en ce moment, par le gouvernement. C'est pas de revenir sur ce principe de la liberté d'installation, mais c'est bien d'offrir aux professionnels les conditions, l'appui pour pouvoir s'installer dans de bonnes conditions, exercer leur profession dans de bonnes conditions, peu importe d'ailleurs le mode d'exercice qui est pour moi un débat un petit peu secondaire, même si aujourd'hui il vous importe libéral, salarié ou autre. Par contre, je dois dire qu'on a quand même un enjeu d'accessibilité géographique universelle aujourd'hui, enfin d'accès au premier recours sur le territoire, et qu'on est quand même face à un défi majeur auquel on va devoir trouver des solutions, puisqu'on a quand même aujourd'hui des concitoyens qui, malgré qu'ils soient assurés sociaux et payent des cotisations, n'ont pas aujourd'hui d'accès aux soins dans un certain nombre de territoires. Je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions qui embarquent les professionnels de façon volontaire dans le fait de construire des réponses pour ces personnes. Il y a des dynamiques très fortes qui ont sans doute été valorisées, et en tout cas, je n'ai pas assisté à toutes les présentations, mais en tout cas par Cédric par exemple, sur la création des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui permettent de fédérer les professionnels dans un contexte collectif. Professionnels de santé, d'ailleurs, ce n'est pas que des médecins, c'est aussi l'ensemble des professionnels de santé sur le territoire, et qui permettent, moi je trouve, ce qui est très intéressant, de fédérer ces énergies, ce collectif, autour d'un enjeu qui n'est pas seulement de prendre en charge une patientèle, mais de prendre en charge les besoins de la population d'un territoire et de trouver des solutions pour regagner du terrain, faire en sorte que des personnes qui n'ont pas de médecin traitant ou pas d'entrée dans le pas de solution d'entrée, de premier recours, pas d'accès au premier recours, en retrouvent, etc. L'exercice collectif permet de dégager du temps médical, mais aussi du temps soignant, ça on le sait, et donc de prendre plus de patients. Il faut qu'on développe aussi les professions, parce que là on ne parle que des médecins, mais le sujet c'est aussi l'ensemble des professionnels de santé. Demain, je le dis, comme il n'y a plus de médecins dans certains territoires, on ne peut pas maintenir un système de médecins traitants qui est la porte d'entrée dans le système de santé s'il n'y a pas de médecins. Il faudra qu'il y ait d'autres portes d'entrée, avec évidemment la délicate question de est-ce que c'est un système à double vitesse, un système plus qualitatif pour certains et pour d'autres. Donc évidemment c'est une question qu'on aura à se poser.
Mais il faudra trouver des solutions, évidemment, pour que des professions éventuellement intermédiaires se développent dans ces territoires, mais tous les territoires, pas que les déserts médicaux, pour faire en sorte que sur la coordination des soins, sur le suivi des patients, etc., d'autres professionnels prennent le relais et permettent de redégager des moyens et du temps pour les personnes. Sur le fait que ce n'est pas possible à mettre en place. Là aussi, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on sait qu'on a des professions de santé qui, depuis longtemps, s'installent selon des cartographies qui sont établies, en effet, par l'administration, mais sur des critères de service à un bassin de population. Donc, voilà, c'est le cas des officines de pharmacie. C'est le cas pour les infirmiers sur le conventionnement sélectif. Ça existe et on sait l'objectiver par rapport à des bassins de vie et des bassins territoriaux. Voilà. C'est compliqué avec la profession médicale. C'est pas quelque chose sur lequel on a une maturité, on va dire, avec la profession, mais on sera contraint de donner une réponse. Et moi, je pense que de toute façon, si on arrive à une situation trop critique, et elle est critique dans certains territoires, on sera obligé de désigner des responsables subsidiaires. Donc moi, je pense vraiment, il y a un exemple, le directeur de la PHM à Marseille, il m'a dit, il n'y a pas de médecin généraliste dans les quartiers nord de Marseille. Lui, ce qu'il propose de faire, c'est d'ouvrir un centre de santé. Il sera public. Et il y aura de l'exercice mixte. Et ce sera des professionnels et peut-être de l'hôpital qui iront exercer en partie. Je pense qu'on devra inventer des solutions pour répondre aux besoins des populations. On ne peut pas accepter que des populations, dans certains territoires ou dans certains quartiers, n'aient plus d'accès aux professionnels de santé. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et bien évidemment, le patient doit être au centre du système. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui, telle qu'existe la médecine libérale aujourd'hui, de demander à une jeune femme de 25 ans, pas 25 ans, 28 ans, jeune maman, d'aller s'installer dans un coin perdu des Deux-Sèvres en lui disant c'est comme ça, tu vas travailler là pendant 2 ou 3 ans, et l'obliger à travailler comme travaillent encore les anciens médecins généralistes du secteur, c'est-à-dire faire 200 km de voiture dans la journée, rentrer à 10h30 du soir. Vous aurez des gens qui, si vous les amenez par la coercition à ce genre de choses, abandonneront la médecine, carrément. Alors oui, il y a les solutions intermédiaires. Ce qui nous ennuie un petit peu à l'ordre, c'est qu'elles sont quelquefois brandies comme une menace. C'est-à-dire vous allez être supplanté, il va y avoir des dérogations pour que les IPA, pour que les sages-femmes, pour que, etc., fassent votre métier puisque vous ne voulez plus le faire. Et ça, ce n'est pas très entendable parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes médecins qui sortent, ils veulent faire de la médecine. Ils veulent juste faire une médecine dans des conditions de vie décentes que réclame toute personne aujourd'hui. Et dans ce cas, vous parlez des territoires. Tout le temps, on parle des territoires. Eh bien, pourquoi ne pas mailler les territoires? Les territoires, et ce n'est pas vous, madame, bien évidemment, ont été démaillés lors de la suppression des hôpitaux de proximité. On a supprimé toutes ces petites urgences qui étaient là. Aujourd'hui, il faut remailler le territoire. Et si l'État, si les collectivités, nous dans la Vienne, on discute beaucoup avec le département et la région, si les collectivités s'engageaient à recréer des lieux de consultation, c'est ce que vous évoquiez dans les quartiers nord de Marseille, il faut des lieux où des médecins puissent venir travailler sans avoir pour autant à s'engager sur une installation, sur des frais, trouver un logement, trouver une maison, et savoir qu'ils peuvent travailler de telle heure à telle heure, qu'ils ont des gardes, etc. Et ça, tous les jeunes médecins sont prêts à le faire. Et je voulais dire, par rapport là on se pose la question de savoir si on fait ça à très brève échéance, par rapport à des générations en effet d'étudiants qui se sont engagés dans ces études et qui ne se voient pas arriver au bout de ces études avec cette contrainte-là. C'est sûr que il faut que ce serait très difficilement vécu et sans doute pas entendable. Donc, en plus, voilà, on serait de toute façon sur une perspective longue de transition, mais il faut sans doute arriver à des moments clés de la vie. Parce que quand on termine ses études de médecine, on est quand même vieux, en fait, par rapport à beaucoup d'étudiants. Et donc, on a déjà souvent une vie de couple, peut-être. Enfin, voilà, on a déjà
on s'est enraciné, parfois on a déjà des enfants, etc. Donc c'est évidemment pas à ces moments-là de la vie qu'on va envoyer les gens déracinés avec la problématique du métier du conjoint éventuellement, etc. C'est plutôt évidemment dans les études ou dans la vie, par la proximité avec un lieu d'exercice, on l'a évoqué dans la première table ronde, qu'on peut créer finalement, ou en tout cas accompagner le professionnel dans un projet de vie qui est attractif pour lui, et qui, évidemment, ne pas l'envoyer dans un territoire qu'il ne connaît pas, qui le rebute, entre guillemets, etc. Ma crainte à la française, pardonnez-moi, c'est simplement, il va falloir, si on décide que certains vont dans les endroits les plus défavorisés, la France a toujours fonctionné comme ça, ce sera les derniers de classement. Donc, les pas bons. Après, pour apporter un élément côté jeune médecin, c'est nous, enfin, en tout cas, au niveau représentant, après, je pense qu'Avicenne voudra peut-être parler aussi pour donner sa vision, mais on n'est pas opposé à travailler en coordination avec d'autres professionnels de santé. D'ailleurs, on a un très bon exemple ici en région Centre-Val de Loire. Je vous invite à aller lire l'article d'Egora sur le sujet du docteur Omar Echal, qui est en maison de santé pluriprofessionnelle à Vendôme, qui est devenu d'ailleurs labellisé universitaire, donc ce qui permet en plus d'avoir un gage supplémentaire de formation dans la région. C'est qu'il a augmenté de 1000 le nombre de files actives de ses patients. Et comment il a fait ça? Il a travaillé avec 3 professionnels qui sont liés en fait à l'article 51, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire le développement d'autres pratiques. On a une infirmière azalée, du coup une infirmière qui est spécialisée en éducation thérapeutique. On va avoir une IPA, je crois. Il y a une IPA, si mes souvenirs sont bons. Et en plus, on a une assistante médicale. Et donc, ces 3 professionnels qui sont liés souvent aux firmes infirmières, qui ont été formés en plus, qui ont des compétences en plus, qui sont liés à ce qu'on appelle vulgairement la délégation de tâches, mais qui sont en fait l'apport de nouvelles compétences chez des professionnels de santé, ont permis d'augmenter quand même assez drastiquement. C'est-à-dire, ce n'est pas les 88 qu'on disait au bout d'un moment d'augmentation, c'est quand même très fort. Et en tant que jeunes professionnels, nous, ça nous intéresse évidemment de travailler en collaboration et en communication à ce niveau-là. Je tiens juste à apporter un dernier élément. Il faut faire très attention avec ce qu'on appelle liberté d'installation, et notamment quand on parle des zonages, parce qu'il y a une différence entre la densité médicale que nous ont sorti notamment certaines interviews récemment sur oui, il y en a 11 à un endroit, 4 pour 100 000 habitants, et vous en avez 22 à un autre endroit. Ça, c'est un calcul d'apothicaire simple qu'on faisait dans les années 80. C'est fini de définir comme ça. Ce qu'on a dit avant, après, c'est les APL, c'est l'accessibilité aux soins. Et l'accès aux soins, ce n'est pas la densité de médecins. Un même médecin ne va pas offrir la même qualité de soins et le même type de soins, et du coup, ça ne vous donnera pas le même niveau de consultation et de qualité de soins. Donc, c'est fini de parler en densité médicale, surtout qu'en plus, c'est basé sur la formation initiale du médecin, son DES. Or, un DES de médecine générale, ça n'offre pas forcément le fait d'exercer en ambulatoire. Il y en a certains qui sont à SOS médecins, d'autres qui sont en milieu hospitalier, et on va les comptabiliser à l'intérieur, mais ils ne seront pas comptabilisés en termes de pratique de médecine générale ambulatoire libérale. Donc il faut faire très attention avec ces données. Il vaut mieux se fixer sur les APL, et quand vous regardez bien les APL, vous voyez que la densité, les problématiques de démographie médicale, elles sont infrarégionales, elles sont en termes de bassin de vie, de territoire de vie, et c'est pour ça qu'en effet les CPTS sont extrêmement intéressantes et qu'elles apporteront, on espère, toute une approche, toute une réflexion, et peut-être un financement aussi pour, comme elles ont un volet universitaire, sur le fait qu'on ait des formations délocalisées, enfin, un peu partout sur les territoires. Ok, moi je vais dire juste un mot du coup sur la liberté d'installation. Du coup, personnellement, je ne crois pas à la coercition, ça ne marchera jamais. Par contre, il y a un truc auquel je crois, c'est tout ce qui va inciter les gens à s'installer. Et franchement, par expérience, autour de moi, il y a déjà des personnes qui ont par exemple bénéficié du CESP et qui ont été très satisfaits du coup du procédé et qui aujourd'hui travaillent dans des zones sous-dotées. Et seulement, à l'heure en tout cas où ils avaient choisi, quand on était externe, c'est vrai que quand on en a parlé, je me dis mais c'est quoi cette histoire de CSP? En tout cas, la fac ne nous en parle pas. On ne sait pas que ça existe. Donc c'est vrai que ça venait de personnes qui avaient fait les démarches déjà de voir comment les choses allaient se passer par la suite. Mais aujourd'hui, je pense que dès les premières années de la fac, il faut mettre dans le subconscient des gens qu'il va exister par la suite des démarches pour faciliter l'installation ou des choses qui vont favoriser, inciter à s'installer dans des zones qui ne donnent pas forcément envie comme ça initialement. Et franchement, pareil en étant médecin remplaçant aujourd'hui, par exemple dans les villes où j'ai remplacé qui sont aussi sous-dotées, parce qu'en fait,
il y avait un bon schéma dans la diapo de M. Maréchal qui montre que finalement, là, dans 10 ans, toute la France sera sous-dotée en médecins, il n'y aura pas de... Voilà, ce sera partout. Et ça, je le vois sur ma première année et demie d'expérience en tant que médecin généraliste, où que j'aille, les gens se retrouvent, viennent au cabinet en se disant « Bon, j'ai pas de médecin généraliste, est-ce que vous prenez des nouveaux patients ?» Donc que ce soit Tourcoing, Roubaix, que ce soit Paris, là je travaille dans le 19e, c'est partout la même chose. C'est-à-dire que moi, on me parle de zones sous-dotées, de zones où il y a plus de médecins. À ma petite échelle, partout où j'ai été, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de médecins. Donc, dans tous les cas, il faudra réfléchir à ça, à se dire comment on va amener des gens à travailler là où on manque de personnes. Et je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en place, mais qui ne sont pas forcément connues. Et c'est sûr que quand on les découvre, par exemple, comme je disais, moi, là, j'ai fini il y a 1 an et demi, je commence à remplacer, et puis... donc j'ai beaucoup travaillé dans une ville qui s'appelle Tourcoing, dans le nord. On me dit, tu sais qu'ici, que c'est une zone un peu sous-dotée et que tu peux avoir des aides de la Sécu pour t'installer. Ok, donc on me dit, on a tel montant, on bénéficie de tel montant sur 2 ans, d'aide à l'installation, etc. Je fais, bon. Et donc j'ai fait 10 ans d'études sans jamais savoir que ce genre de truc existait. D'accord, dans ma propre ville. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en tête, dans la tête des gens, bien avant, bien en amont. Parce que c'est sûr que des personnes, il y a un moteur clé dans le cursus des études de médecine, un cursus très long, fatigant, où on se dit, je fais ça, mais pas pour rien. À la fin, je suis libre de choisir de faire ce que je veux. C'est ce que je disais un peu ce matin. Bon, moi, je tente des trucs, je tâtonne. À tout moment, si j'en ai marre, je me dis, non, c'est pas pour moi, je fais autre chose. J'ai la possibilité aujourd'hui de choisir ce que je veux faire et où je veux le faire. Et ça a été un moteur durant le cursus. Donc, on ne peut pas mettre dans la tête des gens qu'à la fin de ce cursus, ce ne sera pas comme ça. Donc, il faut laisser aux gens la liberté de s'installer, mais il faut mettre très tôt dans leur esprit qu'on peut, les aider, leur donner des facilités pour aller dans des endroits qui ne sont pas forcément attractifs. Et moi, je suis sûr que ça marchera. Tout à l'heure, dans la diapo de M. Maréchal, pareil, il y avait des chiffres sur les gens qui ont bénéficié du CESP. Vous avez vu, c'était des chiffres quand même assez dérisoires. 8, 10. Comment ça se fait qu'on est aussi peu ? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est quelque chose, pour moi, je trouve très intéressant, le CESP. Il devrait y avoir plus de personnes qui puissent en bénéficier. Et même dans les conditions d'accès, du coup, comme j'ai des copains qui en ont bénéficié, c'est pas facile, en fait, bénéficier du CESP. On dit, non, mais vous savez, il y a des gens, on peut leur donner une aide et tout ça pour qu'ils s'installent. Allez-y, faire les démarches, être pris, passer les euros, je sais pas quoi. C'est pas donné à tout le monde aussi. Donc, il faut en parler, il faut faciliter les démarches. Et moi, je suis sûr que si on met ça très tôt dans la tête des gens, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont se diriger vers ça. Et ça va peut-être, je ne dis pas que c'est la solution. Excusez-moi. Merci beaucoup. Désolée, on est un petit peu contraint par le temps, malheureusement, même si c'est très intéressant. Mais du coup, on va devoir passer à la 3e question. Alors, cette 3e question, c'est un sujet d'actualité. Désolée si vous en avez un petit peu marre, mais on va devoir parler de la pandémie, malheureusement, un petit peu. On s'était dit que c'était quand même un petit peu intéressant d'en parler. Alors, la question est... Pensez-vous que les médecins libéraux ont été suffisamment associés à la politique de lutte contre la pandémie au début de la crise? Je voulais donner la parole à M. Maréchal en tant que directeur adjoint. Dans ce cas-là, j'aimerais évoquer 2 éléments de la thématique précédente, si c'est possible. Je vais en profiter. Alors juste très rapidement sur ce qu'évoquait Gracie MG précédemment, avec l'exemple du docteur O Maréchal qui est au CH, qui est à Vendôme, à la MSPU de Vendôme. Ça suppose quand même un changement de pratique, des changements de pratique dans sa façon d'exercer. S'entourer quand même de 3 professionnels qui n'ont pas les mêmes compétences, qui n'ont pas les mêmes expériences. C'est pas une habitude. Et donc il faut un accompagnement d'un certain nombre de professionnels sur le terrain pour les accompagner au changement. Comme dans toute organisation, là, on est vraiment au cœur d'un sujet d'accompagnement au changement. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est effectivement l'insertion professionnelle. Je crois que dans beaucoup de secteurs, on a en milieu universitaire parfois du mal à faire le lien entre d'un côté la formation et puis de l'autre l'insertion sur le marché du travail. Finalement, pour les internes de médecine générale, le sujet, c'est de connaître le plus tôt possible, c'est ce que vous évoquiez, l'ensemble des outils de l'insertion professionnelle. En fait, on parle de ça. Quels sont les outils que j'ai? Quelles sont les aides auxquelles je peux avoir droit? Quels sont mes interlocuteurs? Effectivement, il y a un travail. Alors, certaines régions ont mis en place des dispositifs particuliers où vous avez la présence
de professionnels de l'agence qui vont à la faculté de médecine pour évoquer ces différents dispositifs et essayer de parler aux internes de première année, deuxième année. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse tenter de développer avec les représentants des internes et les coordonnateurs. Parler pas seulement formation, pas seulement internat, mais aussi parler installation le plus tôt possible. Ça demande beaucoup de temps, hein, il faut le dire, beaucoup d'efforts et beaucoup de temps, mais je crois que ça peut avoir aussi un intérêt tout particulier. C'est très important parce que la seule fois où moi j'ai entendu parler du CSP sur mon cursus, c'est grâce à un ami qui en a bénéficié. Mais il y a, je veux dire, aucun professeur, aucun enseignant qui m'a parlé de du CSP. Et c'est le cas du coup de 450 étudiants de ma promo. Personne n'a entendu parler. Désolé, je vais pour revenir sur la question. Reviens sur le sujet, s'il vous plaît, merci. Pour revenir sur la question de a-t-on suffisamment associé les professionnels libéraux à la gestion du Covid. Alors, c'est une question un peu large parce que elle a à faire quand même beaucoup de professionnels. Il y a d'abord le sujet des cliniques, parce qu'il y a pas mal de professionnels libéraux qui exercent en clinique et qui ont été associés, notamment en région centre dès la première vague, au soutien, à la prise en charge de patients Covid. Qu'ils aient des lits de réa ou qu'ils aient des lits de soins de suite et réadaptation ou d'hospitalisation complète, donc des services de prise en charge aiguë des patients Covid. Très rapidement, nous en région, on a mis en place des points bi-hebdomadaires avec les réanimateurs d'un côté et les services Covid de l'autre, qui rassemblaient à la fois les hôpitaux publics et les cliniques privées. Donc on peut toujours faire mieux, hein, mais il y avait quand même une volonté d'associer l'ensemble des ressources disponibles sur le territoire pour déjà une raison très simple, c'est qu'en région Centre-Val de Loire, on manque de professionnels. Donc on devait pouvoir mobiliser l'ensemble des professionnels. Mais sur ce sujet, moi je suis un médecin libéral, un généraliste en cabinet. Je ne vais pas rentrer dans la critique, clairement, parce que cette situation, c'est facile aujourd'hui de l'analyser a posteriori. On aurait dû faire ça, on n'a pas fait ça, etc. C'était pas ça le Covid en mars 2020. En mars 2020, c'était la panique partout. Nous, on a évidemment souffert, ça a été un gros point de tension de l'absence de masques, en particulier FFP1 ou FFP2. Mais il n'y en avait pas, hein. On ne peut pas inventer des choses qu'on n'a pas. Jeter la pierre, c'est facile à ce niveau-là. Personne ne s'attendait à une épidémie aussi violente, de cette ampleur. Évidemment, les messages gouvernementaux au début de la crise ont été, quand vous avez des signes de Covid, appelez le 15 et tournez-vous vers l'hôpital. Alors aujourd'hui, c'est facile pour la médecine générale revendiquante de dire ah oui, on nous a éliminés du... Sauf qu'à l'époque, très clairement, on n'était pas prêts non plus, nous les médecins généralistes. On ne savait pas ce que c'était que cette maladie, on ne savait pas comment la prendre en charge. Il y avait des morts, il y avait un risque de contagion énorme pour les autres patients dans les salles d'attente. On n'avait pas encore installé de circuit propre, on n'avait pas de plexiglas, on n'avait pas tout ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter cette polémique tout de suite. Vous voyez, la médecine libérale a fait ce qu'elle a pu, elle a été mise à sa place comme elle a pu, et le gouvernement a essayé, je pense, de nous associer systématiquement aux démarches dès que ça a été faisable, en particulier pour la vaccination. Hein. Là aussi, il y a eu des difficultés, c'est-à-dire que au moment où il aurait fallu vacciner à fond, on manquait de vaccins. Mais ça, ce sont des problèmes purement techniques, quoi, hein. La volonté n'était pas, je pense, d'écarter la médecine générale. Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, hein, il y a effectivement la première vague, mars 2020, et puis il y a le déploiement de la vaccination qui s'est fait avec l'ensemble des professionnels, et notamment grâce via les CPTS et les URPS sur le territoire. Hein. Beaucoup de centres de vaccination ont été mis en place par les libéraux, énormément. Et donc on n'aurait pas eu... ce succès qu'a quand même été la vaccination et la campagne de vaccination en France, sans cette coopération et ce dévouement, il faut le dire, des professionnels de santé libéraux, qu'ils soient médicaux, mais aussi paramédicaux et notamment infirmiers. Et je tiens également, parce qu'il faut, dans cette période de polémique où on commence à maintenant régler les comptes, souligner aussi le rôle exceptionnel de l'assurance maladie quant à la gestion de tous les arrêts de travail. Ça a été un travail énorme qui a été fort bien fait, hein. C'est-à-dire que ce système a évité
aux médecins généralistes en particulier, d'avoir des afflux de patients Covid en phase initiale, donc particulièrement contagieux, dans leur cabinet pour avoir un arrêt de travail. Hein. Donc l'assurance maladie a mis en place un système, je pense, qui doit être souligné, qui était remarquable. Je vais juste donner moi mon ressenti parce qu'à ce moment-là, j'avais un rôle un peu particulier. J'étais à ce moment-là au niveau national, donc j'avais une autre vue. Du coup, j'avais l'habitude plutôt de parler avec les instances nationales qui étaient très à l'écoute, justement, qui faisaient des réunions très régulièrement, tout comme au niveau local. Il y a eu des réunions très régulièrement pour essayer de trouver des textes réglementaires, entre guillemets, c'est des vecteurs législatifs pour permettre soit des réaffectations de stages d'internes qui étaient en médecine générale et qui malheureusement ne pouvaient pas continuer le stage parce qu'ils n'avaient pas les protections nécessaires et que c'était pas une bonne idée de les laisser dans des mauvaises conditions. Il y avait aussi tout le pan, il y a certains internes qui se sont déplacés d'eux-mêmes dans certaines régions qui étaient très fortement atteintes. On parle souvent du Grand Est, la région parisienne ensuite dans un second temps, où il a fallu cadrer tout ça parce que si les internes se déplaçaient, c'était une désaffection de stage. Une désaffectation de stage, ça donne lieu à un conseil disciplinaire, puisque c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Donc il y a eu beaucoup de remaniements qui ont pu être faits, et ça c'est pareil, c'est à souligner. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est pas une polémique en soi, et qu'il ne faut pas la voir comme ça. Il ne faut pas juger du passé sur des critères du présent qu'on a maintenant. On serait avec une autre pandémie, avec un autre virus qui agirait d'une autre manière, ou une autre infection, on aurait la peste noire qui reviendrait, on aurait la même problématique, comment on gère ça. Mais voilà, il faut aussi se dire ça. On peut ressortir la variole, on peut ressortir d'autres maladies. Est-ce que la problématique ne serait pas la même au final? Ce qu'il faut surtout qu'on s'accorde à dire, c'est qu'au final, on a géré comme on pouvait, avec ce qu'on avait, et que par contre, ce que ça a mis en lumière, c'est qu'en effet, tout ce qui était exercice coordonné, ça fonctionnait bien. Quand les instances écoutaient les professionnels de terrain, ça fonctionnait bien. Qu'il n'y avait pas de vecteur, oui, l'économie, oui, les finances, oui, ceci. Non, vous avez besoin de quoi? Moi, je me rappelle encore, j'étais à ce moment-là encore mi-hospitalier, on m'appelait en tant que représentant des internes, et on me disait, voilà, les internes, vous voulez vous organiser comment? C'est bien la première fois qu'on demandait à des internes de comment ils voulaient s'organiser. Et ça, c'est quand même à souligner. Et vous avez eu ça partout. Et ça, c'est quand même une chose qui était très bien. Est-ce que ce serait à reproduire? Ça, c'est une autre question. En termes de flexibilité, est-ce qu'on pourrait retrouver de la flexibilité là-dessus et de la communication, parce qu'il y avait aussi une meilleure communication ville-hôpital à l'époque. Là, il y a aussi des guéguerres qui sont revenus entre-temps. Mais c'est des choses comme ça c'est les pandémies comme ça, c'est les crises sanitaires, qu'on le veuille ou non, qui ont permis quand même d'améliorer pas mal de choses. La télémédecine n'a eu jamais autant un boom que depuis cette pandémie. Donc, il faut plutôt regarder qu'est-ce qu'on a réussi à construire, qu'est-ce qu'on peut garder actuellement dans le système de santé, qu'on peut éviter de reproduire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait des textes réglementaires qui avaient mis que dans les CPTS, mais aussi dans les ARS, il devait y avoir un volet gestion de crise beaucoup plus intense et beaucoup plus important à gérer, alors qu'avant, c'était absolument pas le cas, c'était pas un objectif de santé publique. Peut-être que sur le sujet, on peut donner la parole à Madame Lambert. Oui, alors après, moi je peux pas juger l'action de mon propre ministère, sachant que j'étais pas à la DGOS ou en gestion de crise à ce moment-là, au tout début de la pandémie, donc franchement, j'ai pas envie de me prononcer sur le travail qu'ont fait les collègues. Et moi je pense qu'en effet, il y a quand même eu une association des représentants des professionnels, même si on n'a pas pu mobiliser concrètement sur le terrain, spécifiquement au début de la pandémie, ces professionnels, mais on l'a fait en concertation, et ensuite on a vu évidemment sur la vaccination, sur le télésoin, avec vraiment une mobilisation très forte des médecins pour continuer à suivre leurs patients à distance, et qu'on a beaucoup facilité et accompagné, voilà. Donc je pense que chaque professionnel a essayé de jouer de prendre sa part, et en fonction du moment, à plusieurs moments clés de la pandémie et en fonction de ce qu'on savait du virus. Donc voilà. Mais je ne veux pas non plus attribuer un satisfecit général, ça n'a aucun sens. Voilà, donc c'est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur les souplesses, est-ce que ça a suscité comme dialogue ville-hôpital ou entre les professionnels, je trouve que c'est un acquis extraordinaire. Et ce matin, j'étais dans un contexte complètement différent, donc pas de médecine libérale, j'étais au CHU de Tours,
dans le service de réanimation. Et en fait, l'outil numéro 1 de coordination des professionnels, c'est WhatsApp. Donc, d'ailleurs, c'est pas sécurisé du tout, mais c'est pas grave. Et du coup, ils m'ont dit, c'est incroyable, en fait, à l'occasion de cette pandémie, sur le fait de mutualiser les capacités de réanimation, de dire où il y a une place, etc., dans tel endroit, il y a un patient qui est sans solution à Blois, est-ce que quelqu'un peut le prendre, etc. Ça a été un boost énorme dans la capacité, justement, ou en tout cas l'envie des professionnels de se coordonner, de se parler, y compris public et privé, puisqu'il y a quelques capacités de réa dans les cliniques privées. Et je pense que c'est vrai, je ne sais pas si on va pouvoir préserver cet acquis-là, mais cette rapidité, cette ouverture, ce décloisonnement, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et aussi la mobilisation des professionnels des CPTS. Moi, j'ai été à Douai il y a quelques temps, j'ai fait une visite dans les Hauts-de-France, où la CPTS de Douai était complètement à la manœuvre pour ouvrir un méga centre de vaccination incroyable. Tout ça, c'est de l'énergie locale, certes accompagnée un peu par les ARS, mais enfin par vraiment petite touche. Je ne sais pas du tout mise en cause de l'ARS, mais enfin. Et je trouve que c'est vraiment, on voit quand on libère un peu les professionnels et qu'ils se sentent responsabilisés sur un objectif vraiment 100% santé publique et la vaccination, ça marche très vite et très fort. Et donc, moi, c'est tout ça qui me fait réfléchir, en tout cas, en tant que représentante du ministère, c'est comment on fait pour entretenir finalement les conditions favorables à l'expression de ces talents, de ces énergies, de ces volontés sur le territoire. Peut-être donner la parole à M. Mekedem en tant que généraliste aussi, votre ressenti. Non, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que ça a amélioré la coordination du soin en ambulatoire. Donc effectivement, en tout cas de là où je viens, les centres de vaccination, on va dire les plus connus, les plus gros, avaient été montés du coup par les CPTS en coordination avec les médecins généralistes et les infirmières du coin. Et du coup, donc là, les centres de vaccination, c'est juste un exemple. Mais par exemple, la permanence des soins en ambulatoire, donc les maisons médicales qui assurent des consultations de 20h à minuit ou le week-end, pareil, du coup, c'est géré par les médecins qui ont un exercice coordonné et c'est de plus en plus fonctionnel, on va dire. Donc avec de plus en plus de personnes qui sont sur les grilles de garde, qui sont investies justement dans cette permanence des soins. Et on voit que justement on est en train d'avancer vers quelque chose de plutôt simple, je pense, avec une médecine en ville qui est en train de bien s'organiser et qui va, à mon avis, proposer, on va dire, des services qui vont permettre d'améliorer l'offre de soins. Et je pense de manière notable, et ça va pouvoir, à mon avis, bien soulager les services d'urgence. Et ça, je le vois en tout cas avec mon microcosme. Je vois que tout ce qui a été mis en place justement en ville pour désengorger justement les soins primaires, tout simplement, ça marche. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'au début, c'était des choses qui n'étaient pas faites ou organisées par justement les médecins généralistes en ville. Par exemple, il y avait un hôpital de périphérie où ils avaient décidé de faire un petit cabinet à l'entrée avec un médecin généraliste. Et ça, c'était l'hôpital. Et après, je sais pas tous les détails, mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu la lune de miel, et ensuite, ça n'a pas marché. Alors les raisons, je ne sais pas trop vous dire pourquoi, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'à l'inverse, ce qui s'organise là avec le temps et dans la durée en ville, avec les médecins généralistes, j'ai l'impression, après c'est peut-être juste une impression, que ça va devenir pérenne, ça va devenir de plus en plus fonctionnel, que ça va s'agrandir, et que ça va permettre de proposer à la population des soins de manière bien répartie, de manière homogène, assez disponible. Et je pense que c'est ce qui est le mieux aujourd'hui pour les gens, pour la population, à voir comment ça avance. Je vous remercie. Du coup, on va finir sur le dernier thème, donc la médecine libérale et l'avenir, qui permet de conclure donc, sur toute notre journée et d'apporter une conclusion finale. Donc, quel est l'avenir donc de la médecine libérale et sera-t-elle donc un jour susceptible de soulager notre système de santé ? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole.
Je peux enchaîner alors. Bah allez-y. Je peux enchaîner. Du coup, moi, je pense que l'avenir, c'est ça. C'est l'exercice coordonné en ville entre les médecins et les paramédicaux, et aussi médecins généralistes et médecins spécialistes. C'est aussi ce qui donne envie d'exercer en ville, en libéral. Donc peut-être pour ceux qui ont écouté ce que je disais ce matin, moi, pour l'instant, j'ai fait, entre guillemets, une pause du libéral et je travaille dans un centre salarié. Mais ce qui me manquait, effectivement, aujourd'hui, dans l'exercice que j'avais en ville, c'était cet exercice bien coordonné qui permet de faire de la bonne médecine et de ne pas avoir l'impression d'être seul au monde quand on est dans un cabinet libéral. Donc selon les cabinets où j'étais, bon, j'avais plus ou moins cette sensation, d'autres où on se sentait un peu mieux parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était construit autour par les médecins qui étaient vachement investis, on va dire, dans la santé publique locale. Et donc ça, on le ressent rapidement. Et c'est pour ça qu'avec ces petites impressions, je me suis dit, ah voilà, moi c'est vers ça que je veux que tende la médecine aujourd'hui en France, en ville. Et avec le Covid, tout ce qui s'est passé, j'ai vu que ça se mettait en place. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça. Je pense que tout ce qui est CPTS, ça va se développer à fond. Ça va permettre de créer une médecine de qualité, une offre de soins qui va permettre de répondre aux attentes des populations. Et ça va être très attractif pour les gens de se dire, c'est vers l'exercice libéral que je veux tendre. Parce que finalement, ils vont retrouver peut-être ce qu'ils cherchaient à l'hôpital, mais en ville. Parce qu'à l'hôpital, qu'est-ce que les gens cherchent finalement? C'est le fait de travailler en groupe, d'avoir l'accès facile à des examens, d'avoir l'accès facile à des avis, ce qu'on n'a pas forcément en ville. Des fois, on a l'impression d'être démuni tout seul. Voilà, je veux un scanner, je veux un Doppler, c'est pas possible. Je veux un avis cardio sur un ECG, je ne l'ai pas facilement. Bon, bah, si demain ça se développe en ville, bah, les gens vont se dire, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire à l'hôpital? C'est plutôt en libéral que j'ai envie de travailler. Donc, si ça se développe, et je pense que ça va se développer, ce sera très bon pour l'offre de soins, ce sera très bon pour le développement de la médecine libérale. Moi, je suis assez optimiste sur le sujet, à voir comment ça se passe, et si ça se passe, bah, finalement, je mettrai peut-être là mon salariat de côté, et je reviendrai en libéral. Affaire à suivre. Je vais rebondir, moi, avec l'autre bout de la vie professionnelle, puisque moi, je suis à quelques années de la retraite, cabinet libéral seul. Donc vraiment ce qui ne doit plus exister aujourd'hui. Et je suis très heureux d'entendre la vision justement des jeunes médecins que j'ai réappris à connaître au travers du conseil. Il faut qu'ils se réapproprient une autre médecine. La médecine que j'ai pratiquée avec plaisir pendant 35 ans, elle est finie. Le cabinet individuel, il est fini. Ça ne peut plus exister aujourd'hui. Moi, mon rêve dans mon quartier, qui est un quartier défavorisé, c'est d'arriver dans les 5 ans à venir, dans ce qu'il me reste à faire, à ce qu'une maison de quartier, une maison médicale, s'ouvre et attire des jeunes. Parce qu'autrement, je vais voir une population de plusieurs milliers de CMU se retrouver sans médecin, comme ça arrive à certains endroits. Un jour, je vais fermer parce que j'en aurai marre. Et il ne faut pas qu'il n'y ait personne à cet endroit-là. Donc, il faut que ces jeunes soient encouragés à s'installer. Et je pense qu'il faut les aider. Alors oui, comme je vous le disais tout à l'heure, avec de l'argent, mais encore plus avec de la simplification administrative. Que se dire je veux travailler sur ce quartier défavorisé soit possible sans des complications de trouver un local, d'avoir à s'occuper des normes pour le faire fonctionner. Des choses comme ça peut mettre 3 ans avant que ça démarre. C'est pas faisable. Donc ça, je pense que c'est vraiment le rôle des collectivités et de l'État d'aider tous ces jeunes qui sont pleins d'ambition, pleins d'envie de travailler partout, à s'installer. Pour ma part, pour recommencer de l'autre extrémité, pour filer la métaphore, ce que je pense de la médecine libérale, déjà que je vous donne aussi quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la médecine libérale, mais ça serait bien que vous voyez l'évolution aussi qu'il y a pu avoir. Je vais m'appuyer sur les atlas du Conseil national de l'ordre des médecins, parce que c'est eux qui recensent en fait les professions libérales. En 2018, on était à 12,3% d'installation libérale. En 2021, on est aux alentours de 10%. On voit quand même qu'il y a une diminution. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec les chiffres, en tout cas spécifiquement pour la médecine générale, bien qu'il y ait une augmentation du nombre de médecins généralistes, on est passé de 90 000 médecins généralistes actifs, c'est-à-dire qui travaillent, qui sont reconnus par l'ordre des médecins comme travaillants, c'est-à-dire ça exclut les remplaçants qui sont aussi nécessaires au système de santé quand même, à 80 000. Donc on a comme ça, quand même, on va continuer à être sur une diminution.
Donc il va y avoir 10 années difficiles, ça c'est sûr, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, quoi qu'il arrive, le travail en coordination, c'est quelque chose d'important, mais pour faire du travail en coordination, il faut d'abord se connaître. Et se connaître, ça veut dire aussi connaître ces autres personnes, ces autres professions qu'on aborde peu pendant nos études médicales, mais qu'on voit de loin, même si on travaille avec eux, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les dentaires, même aussi d'autres professionnels du social, les assistantes sociales, finalement, on les voit très peu, et pourtant, qu'est-ce qu'elles nous aident dans les démarches sociales, les dossiers MDPH, qui sont des dossiers pour les personnes handicapées. Il y a aussi tout ce qui est l'APA pour les personnes âgées. On a aussi maintenant les coachs sportifs avec l'activité physique adaptée. Bref, on a énormément de professionnels qui existent, mais qu'on ne connaît pas et surtout avec lesquels on n'interagit pas. Et on sait que, et il y a des études qui ont été faites, notamment à Rennes, qui sont assez pionniers justement là-dessus, où ils ont fait des formations interprofessionnelles. C'est un mot qui revient maintenant de plus en plus, et qui montre que justement, plus les étudiants ils se connaissaient, plus déjà ils étaient heureux de faire des formations avec les autres professionnels de santé, mais surtout plus ils connaissaient le travail de chaque professionnel, parce que chacun a des compétences. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ils ont remarqué que ces étudiants-là, ils allaient contacter plus facilement une infirmière, plus facilement un pharmacien, plus facilement un kiné. Et ça aussi, parce que même quand on est en exercice libéral isolé, on a un téléphone. Et on peut appeler. Et en fait, on remarque qu'il n'y a pas tant d'appels que ça, finalement, qui sont passés entre les professionnels de santé. Et pourtant, c'est aussi utile, c'est aussi intéressant. Et ça, la coordination, le fait d'avoir un travail en coopération, le fait de se connaître entre professionnels de santé, c'est aussi tout un enjeu à faire. Et ça, c'est aussi une part de la formation. C'est pour ça qu'on parle de la formation délocalisée, mais formation délocalisée, ça peut être aussi une formation en interprofessionnalité. Je dirais juste 30 secondes un mot à ce sujet. Ce qui a beaucoup bloqué cette communication, qui est essentielle, c'est que jusqu'en 2016, le secret médical n'était pas partagé avec un certain nombre de professionnels de santé et qu'aujourd'hui, il l'est. C'est une notion que certains médecins n'ont pas encore. Aujourd'hui, tous les intervenants médico-sociaux qui tournent autour du patient peuvent bénéficier d'un partage temporaire et momentané du secret médical, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc ça change effectivement la donne. Pour rebondir aussi sur, ça frappe à tout, mais les outils aussi de numérique en santé, l'idée de partager plus les données, avoir partagé une culture commune autour de cet échange d'informations, je pense que c'est hyper important et on essaye d'intégrer aussi cette dimension-là dans les formations initiales de l'ensemble des professionnels et vraiment d'essayer de travailler à ces points communs, ce socle commun où les interactions en tout cas et la complémentarité entre les professions. Oui, alors, de façon complémentaire, parce que il y a toujours plus jeune que soi. Morgane Caillot, pourquoi je le dis? Parce que dans la formation des internes actuellement, enfin jusqu'à présent, il n'y avait pas le service sanitaire. Les externes aujourd'hui ont le service sanitaire. Et le service sanitaire, c'est une formation pluridisciplinaire. Où il y a à la fois, on fait de la prévention, donc ça veut dire qu'on remet la prévention au centre de l'exercice médical, mais finalement c'est un exercice avec une équipe soignante. Donc il y a des élèves en soins infirmiers, il y a des élèves kinés, il y a des élèves de toutes sages-femmes, de toutes les autres formations paramédicales qui vont faire de la prévention en école, dans des centres de loisirs, etc. Donc c'est balbutiant. On est aux 2-3 premières années du service sanitaire. Il y a eu le Covid entre-temps. Mais les plus jeunes ont déjà, enfin les externes aujourd'hui, ont dans le cadre de leur formation cet apprentissage plus tôt de la pluridisciplinarité. Elle doit être renforcée tout au long de la formation, c'est certain. Deuxième élément, sur se connaître entre soi. Les CPTS y contribuent largement, puisque les libéraux étaient effectivement beaucoup isolés. Là, les CPTS, avec la formation des CPTS, ils ont l'obligation finalement de se parler, de travailler à des projets ensemble et de s'organiser sur un projet de soins et de prise en charge sur un bassin de population. Donc ça contribue finalement à une connaissance entre médecins, j'ai envie de dire entre professionnels de santé libéraux d'un même territoire, médecins et autres soignants. Un élément qui n'a pas été évoqué, qui me semble extrêmement essentiel aussi, c'est finalement la relation avec l'hôpital. La médecine de ville, de premier recours, ne peut pas s'exercer sans avoir des référents aussi à l'hôpital. Et un élément sur lequel beaucoup d'hôpitaux, alors de proximité ou pas, travaillent,
c'est un numéro d'accès direct au service. Il faut que les généralistes puissent, quand ils veulent un avis spécialisé, avoir un médecin, ou un cadre qui ensuite passe le médecin dans les services, mais avoir cette possibilité d'échanger directement et de se dire est-ce que je peux te faire admettre tel ou tel patient, quel est ton avis sur telle ou telle situation. Donc ça c'est aussi un élément important qui est travaillé dans le cadre des CPTS, qui ont généralement des groupes de travail, relations ville-hôpital, pour améliorer certaines filières. Donc ça aussi c'est un aspect essentiel, avoir un hôpital qui, parce que ça revient au début de ce qu'on disait sur l'hospitalocentrisme, c'est pas de l'hospitalocentrisme où centraliser la vision de la prise en charge en ville. On est vraiment sur une coopération en fait finalement dans l'ensemble de la filière de soins. Et donc il faut effectivement que ville et hôpital soient moins hermétiques dans leur fonctionnement quotidien. Moi, ce qui m'avait marqué, puisque dans une autre vie j'étais en direction dans un hôpital, ce qui m'avait marqué, c'est que sur des petits territoires, des médecins qui y étaient et qui exerçaient depuis plus de 20 ou 30 ans, entre les médecins libéraux et les médecins hospitaliers, ne se connaissaient pas. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet qui permettra l'amélioration aussi finalement des filières et des prises en charge des patients. Puis dernier élément, ce qu'on évoquait juste précédemment, c'est aussi des outils qui peuvent nous aider beaucoup, et notamment tout ce qui est messagerie sécurisée, le développement du Ségur numérique qui va arriver, qui permettra de partager les informations de façon plus fluide, de ne pas les perdre, et d'éviter quand même patient, quand il passe d'un hôpital à un autre hôpital, on refait son dossier de façon complète. Quand il passe d'un médecin traitant à l'hospitalisation, on refait son dossier de façon complète. Donc vraiment faire en sorte que le patient étant au centre, les outils permettant le lien entre les uns et les autres, que pénurie ou pas, malgré tout, il y ait une continuité dans la prise en charge du patient. J'aimerais vous poser une dernière question, un petit peu surtout en rapport avec la liberté d'installation. On entend souvent que la solution pour lutter contre la liberté d'installation serait la télémédecine. Du coup, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, puisqu'on sait très bien que le diagnostic ne peut pas être fait comme en présentiel. Est-ce que ça n'aurait pas un impact sur la relation médecin-patient et également les personnes âgées notamment, ou les personnes qui sont défavorisées, qui n'ont pas accès à Internet, ne seraient-elles pas impactées par cela? Et donc, la télémédecine serait peut-être un faux semblant pour être une solution à la liberté d'installation? Alors moi, je vais répondre rapidement. Mais même si on peut penser qu'étant justement jeune médecin, je serais à fond axé télémédecine, en mode c'est novateur, c'est dans l'air du temps. Franchement, télémédecine, moi, je prends avec des pincettes. Pour moi, on peut faire de la télémédecine, mais avec des patients qu'on connaît. Donc, toutes les plateformes de télémédecine là, qui se vendent comme étant révolutionnaires, avec un médecin qui chez lui qui va faire de la télémédecine à la chaîne avec des patients qu'il n'a jamais vus, pour moi c'est n'importe quoi. D'accord, la télémédecine, on peut la faire par exemple si demain en consultation je vois quelqu'un, on parle de son problème, je prescris un examen complémentaire et je lui dis on en reparle, moi on peut en reparler en télémédecine, il n'y a pas de problème. D'accord, mais après voilà, toutes les plateformes qui se disent on va sauver un petit peu l'offre de soins en France en proposant de la télémédecine comme ça sur Internet, franchement je trouve que c'est un petit peu, je pense que c'est n'importe quoi. Donc je ne pense pas que la télémédecine soit un levier, je pense que c'est quelque chose de nouveau, que c'est quelque chose de bien, qui doit s'intégrer dans la pratique des médecins, mais d'une certaine manière, d'accord? Et puis voilà. Je rejoindrai ce que dit mon jeune confrère, la télémédecine, c'est ni plus ni moins, si on n'y intègre pas des outils connectés, c'est ni plus ni moins que le coup de fil que nous passait le patient et la discussion qu'on avait avec lui, pour donner un conseil, pour rassurer. C'est le conseil du régulateur quand on fait un appel au 15. Ça n'apporte rien de plus et on ne peut pas faire de diagnostic avec la télémédecine si on n'a pas des outils connectés, ce qui commence à apparaître. Donc il faut vraiment différencier la consultation de télémédecine de la personne qui ne veut pas se déranger, qui trouve pratique de vous avoir sur l'écran et avec qui vous allez faire des bêtises s'il a une pathologie ennuyeuse. Et puis la télémédecine dans une région reculée où on équipe le papy cardiaque d'un capteur permettant des électros, une prise de tension avec la présence de l'infirmière locale. Ça, c'est novateur. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Là-dessus, sur la télémédecine, en effet, il y a eu beaucoup d'affaires. Je pense que vous pensez peut-être aux cabines de téléconsultation. Il y en a eu en région centre récemment. Il y a des médecins qui se sont opposés à ça.
Déjà, il y a deux choses dans la télémédecine. Il y a la téléexpertise et il y a la téléconsultation, qui sont deux choses complètement différentes. La téléexpertise, typiquement, vous pouvez avoir une personne qui a un défibrillateur cardiaque, qui va enregistrer en continu le rythme cardiaque, qui va ensuite être transmis à un médecin et que le médecin va pouvoir lire. Vous voyez, ça, c'est une forme d'avance en médecine et c'est très intéressant, par exemple, pour les cardiologues, parce que ça leur permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau cardiaque et d'être un meilleur reflet que le patient qui vient tous les 6 mois, 1 an en consultation, et ça ne sera pas un reflet finalement fidèle de ce qui lui arrive dans le quotidien. Ça, c'est une avancée pour la médecine. La téléconsultation, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut se poser la question dans quel cadre c'est intéressant et dans quel cadre ça ne va pas être dangereux. Pour prendre un exemple, un enfant qui a de la fièvre et des maux de tête, n'importe quel médecin généraliste ou urgentiste aguerri, il va essayer d'éliminer la méningite. La méningite, c'est un examen clinique. Pareil, dans les autres diagnostics, vous allez avoir l'angine bactérienne. Il faut faire un test pour vérifier que c'est bactérien ou pas. Vous ne pouvez pas le faire en téléconsultation. Donc, le problème, c'est la régulation des consultations intérieures. Est-ce qu'un jour, on arrivera à définir une grille de critères qui font que là, c'est intéressant, là, c'est pas intéressant? Il y a déjà ça, et c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de la salle, si jamais vous en avez. Alors, je vous répondrai sur le plan ordinal, parce que nous sommes régulièrement un frein à l'installation de médecins européens. Le souci numéro 1, très au-dessus des autres, c'est la langue. C'est-à-dire que je reçois régulièrement des médecins d'origine européenne qui ont une maîtrise du français qui est catastrophique, qui ont la maîtrise d'une langue étrangère que nous avons pour la plupart tous en anglais, qui nous permet de demander un café, de demander où on doit aller, etc. Sauf que la médecine, c'est une sémantique extrêmement particulière. Vous savez, comme moi, que les gens, quand ils ont un problème compliqué, tournent autour du pot, utilisent des formules alambiquées, ne vont pas directement au problème, et que le médecin, avec l'expérience, il apprend à décrypter. Et ça, il faut 10 ans de pratique du français en France pour arriver à cette maîtrise. Donc on a des problèmes. Nous, quand on les reçoit, on a un entretien qui est codifié par l'ordre national, où on doit vérifier tout un nombre de points, et en particulier on les met devant un cas clinique. Chaque ordre fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais la règle nationale, c'est celle-là. On a un cahier des charges. Et la dernière personne que j'ai reçue avait une maîtrise apparente du français tout à fait satisfaisante quant au contact, au bonjour. Elle avait l'air très à l'aise. Et dès qu'on est rentré dans le cas clinique, avec usage de termes médicaux, ça a été une véritable catastrophe. Et quand je dis catastrophe, elle m'a expliqué qu'une phlébite, je pense que toute la salle sait ce que c'est, qu'une phlébite était une infection et que ça se soignait aux antibiotiques. Et j'en suis venu à me demander si elle avait fait des études de médecine, tellement elle a sorti des énormités, qui étaient, je pense, j'espère pour elle, juste dues à sa compréhension, à sa maîtrise du français.